Mon associé a mis ma femme enceinte, et il a tenté de voler mon entreprise. Ma mère était au courant, mais elle m'a dit d'élever l'enfant malgré tout. Alors, j'ai employé les grands moyens, et j'ai tout récupéré. D'accord, Reddit. Attachez vos ceintures, et prenez votre popcorn. Ce que vous allez entendre va vous retourner le cerveau. Je m'appelle Gavin, j'ai 40 ans, je suis un homme et je vis sur la côte de Géorgie. Depuis 12 ans, je bâtis une entreprise appelée Tidewater Protective Coating LLC, depuis un atelier loué près de l'autoroute 25, non loin de Garden City. Revêtements industriels et contrôle de la corrosion. Si cela ne vous dit rien, pensez à chaque structure en acier dans un rayon de 80 km autour de l'eau salée, les ponts, les grues portuaires, les réservoirs de stockage, les châteaux d'eau, les composants de navires, les supports de pipeline. Tout cela rouille. Tout cela a besoin de sablage, d'après et de revêtements selon un calendrier précis, sinon ça tombe en ruine. C'était mon activité. Ennuyeux pour la plupart des gens. Une mine d'or si vous savez ce que vous faites. Je savais ce que je faisais. J'ai lancé l'entreprise à 28 ans avec Sheldon Pratt. Shell et moi, on se connaissait depuis le collège à Rincon. On a joué au ballon ensemble, on a fait des bêtises ensemble, et on a travaillé l'été sur le même crevettier au départ de Thunderbolt quand on avait 17 ans. Il était mon témoin quand j'ai épousé Karen, j'étais le sien quand il a épousé sa première femme, une relation qui a duré 11 mois, avant qu'elle ne vide leur compte joint et ne déménage à Tallahassee avec un barman. Quand c'est arrivé, je suis descendu là-bas avec lui pour récupérer son chien, car il était trop anéanti pour y aller seul. Quand j'avais 22 ans et que j'étais fauché après un licenciement, Shell m'a laissé dormir sur son canapé pendant 3 mois, sans jamais me demander $1. C'était le genre d'amitié que nous avions, ou du moins, le genre d'amitié que je pensais avoir. Après son divorce, Shell est resté célibataire, est resté ambitieux, et a tout investi dans l'entreprise à mes côtés. Nous partagions la propriété à 50-50e. 2 membres égaux de la LLC. Je m'occupais des opérations, des devis, des relations clients et de la gestion des équipes. Shell dirigeait la production sur le terrain. Il était habile de ses mains, connaissait la chimie des revêtements mieux que la plupart des ingénieurs, et pouvait pousser une équipe à travers un travail de confinement de 12 heures, sous la chaleur d'août, sans perdre un seul homme. Karen est entrée en scène 5 ans après le début de l'entreprise. Je l'ai rencontrée lors d'un cocktail de la chambre de commerce à Savannah, auquel je ne voulais même pas assister. Elle travaillait à l'administration pour une entreprise de camionnage de l'ouest de la ville. Intelligente, organisée, douée avec les chiffres. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 mois, nous nous sommes mariés au tribunal et, quelques mois après ça, elle dirigeait notre bureau. Ce n'était pas mon idée. C'était celle de Shell. Il avait souligné que nous perdions de l'argent avec un comptable à temps partiel qui classait mal les dépenses, et un intérimaire incapable de tenir l'archivage correctement. Karen pouvait gérer la paie, la gestion des fournisseurs, le traitement des factures, les rapprochements bancaires, les remboursements, et la facturation client, le tout depuis un seul bureau. Elle nous ferait économiser $40,000 par an, et ferait un meilleur travail que n'importe qui d'autre que nous pourrions embaucher. Il avait raison. Karen était excellente dans ce travail. En 1 an, elle avait tenu nos comptes plus rigoureusement qu'il ne l'avait jamais été. Nos relations fournisseurs étaient organisées, notre cycle de facturation réduit de 45 jours nets à 30 jours nets sur la plupart des comptes. Elle a mis en place le système QuickBooks, géré les cartes de crédit de l'entreprise, s'est occupée des comptes chèques et d'épargne, a traité la paie pour notre équipe de 15 hommes, et a approuvé chaque bon de commande qui passait la porte. Elle avait les clés du royaume. Chaque porte financière de l'entreprise, Karen pouvait l'ouvrir sans demander ma permission ou celle de Shell. Je dirais ceci à propos de Karen, car c'est important pour la suite, elle n'était pas du genre passif, du style je suis le mouvement pour avoir la paix. Elle était vive, d'une manière qui pouvait vous couper si vous ne faisiez pas attention. Elle savait toujours exactement quoi dire pour vous donner l'impression que son idée était en fait la vôtre. Elle savait toujours quand pousser et quand se retirer. Quand les fournisseurs tentaient d'augmenter les prix, elle les négociait à la baisse avec ce ton calme, mais ferme, qui poussait des hommes adultes à s'excuser de lui avoir fait perdre son temps. Quand les gars de l'équipe soumettaient des feuilles d'heures bâclées, elle les renvoyait avec des corrections, et un regard qui garantissait que cela ne se reproduirait pas 2 fois. J'admirais ça chez elle. Shell et Karen se sont bien entendus dès le début. À l'époque, cela semblait juste être une bonne entente.
Il passait au bureau pour récupérer les ordres de travail. Il discutait des plannings, plaisantait, le genre de choses normales auxquelles on s'attend dans une petite entreprise où tout le monde partage le même espace. Il a commencé à venir dîner chez nous tous les samedis. Les dimanches de football, à l'automne, sont devenus une partie de la routine. Ma femme, mon meilleur ami, mon associé, tous assis autour de ma table à manger des crevettes et du gruau de maïs, en parlant de la semaine. Je pensais que c'était une belle vie. J'avais tort. Pendant environ 3 ans après que Karen a pris la direction du bureau, tout s'est déroulé sans accroc. Les revenus ont grimpé de 1,8 million de dollars à un peu plus de 3 millions. Nous avons décroché un contrat d'entretien récurrent avec l'autorité portuaire de Géorgie pour 2 systèmes de grues à conteneurs au terminal de Garden City. Nous avons récupéré des travaux de pont pour le comté. Nous avons été inscrits sur la liste des fournisseurs approuvés pour 3 usines chimiques régionales. Nous avons acheté une 2e station de pulvérisation, une nouvelle sableuse, et une remorque de confinement. Nous avons embauché 4 gars de plus. J'étais fier. J'avais construit quelque chose de réel, dans une ville où la plupart des gens de mon âge travaillaient pour quelqu'un d'autre ou avaient déjà tout raté. Karen et moi avons acheté une maison à Isle of Hope. Rien de luxueux, juste un ranch de 3 chambres sur un terrain d'un demi-acre, avec un quai sur le marais. Shell vivait à 10 minutes de là, dans un duplex qu'il louait depuis son divorce. Tout semblait solide, l'entreprise, le mariage, l'amitié. Puis, les chiffres ont cessé de s'additionner. Ça a commencé avec une facture de médias de sablage. Nous utilisons de la grenaille d'acier et du grenat pour la plupart de nos sablages abrasifs. Des commandes en gros, 40 à 60 tonnes à la fois, selon la charge du projet. Je suivais les coûts des matériaux de loin depuis des années, parce que Karen gérait les achats, et que je faisais confiance à ces chiffres. Mais en mars, un représentant fournisseur nommé Dahl, de notre fournisseur de grenats, m'a appelé directement pour me remercier de l'augmentation du volume et me demander si nous voulions négocier une remise progressive. Augmentation du volume? Nous n'avions pas augmenté le volume. Au contraire, le premier trimestre avait été plus léger que d'habitude, car 2 travaux de pont avaient été repoussés à avril pour des problèmes de permis. Après l'appel, j'ai sorti les bons de commande. Karen commandait du grenat à environ le double de notre taux de consommation réel, et ce, depuis les 7 derniers mois. Les factures étaient réelles. Le fournisseur était réel. Les livraisons étaient enregistrées. Mais les quantités ne correspondaient pas à ce que nos équipes utilisaient sur les chantiers réels. J'ai vérifié les adresses de livraison. La moitié des expéditions allait à notre atelier. L'autre moitié allait à un parc de stockage à poulets dont je n'avais jamais entendu parler. J'y suis allé un dimanche. Zone industrielle près de Poulet Parkway. Clôture grillagée. Terrain en gravier. Quelques conteneurs d'expédition. J'ai trouvé 6 palettes de grenats en sac, empilées sous une bâche, avec les numéros de lot de notre fournisseur sur l'emballage. Quiconque gérait cela détournait notre matériel ici, et le revendait à de plus petits entrepreneurs avec une marge. J'ai pris des photos de tout, le terrain, les palettes, les numéros de lot, l'adresse sur le portail. Puis je suis rentré chez moi, et je n'en ai parlé à personne. C'était la première fissure. Je n'ai rien dit. Pas à Karen, pas à Shell. Des années à diriger une entreprise vous apprennent que la pire chose à faire, quand vous soupçonnez un problème, est d'annoncer que vous soupçonnez un problème. Vous observez. Vous attendez d'avoir assez d'informations pour agir de manière décisive. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai passé en revue chaque dossier fournisseur géré par Karen. Je l'ai fait la nuit, après qu'elle se soit endormie, en copiant les factures et les relevés sur une clé USB depuis l'ordinateur de bureau partagé. Ce que j'ai trouvé était méthodique. Une société appelée Low Country Equipment Solutions nous facturait des locations d'échafaudage de confinement sur des projets où nous possédions notre propre matériel de confinement. Cette facture sur 7 mois, totalisant un peu plus de 48,000 $. L'entreprise avait un site web, un numéro de téléphone et une boîte postale à poulet. J'ai appelé le numéro depuis une application de numéro temporaire sur mon téléphone. Personne n'a répondu. J'ai vérifié les dossiers d'entreprise du secrétaire d'État de Géorgie en ligne. Low Country Equipment Solutions avait été enregistré 8 mois plus tôt. L'agent enregistré était un nom que je ne reconnaissais pas, Kelly Brompton. J'ai cherché le nom. Rien. Impasse.
Puis j'ai cherché la boîte postale. Le même numéro de boîte apparaissait sur les expéditions de surplus de Grenat. C'est là que mon estomac s'est noué. Pas parce que j'avais attrapé un voleur, mais parce que j'ai réalisé que le voleur était quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, et je ne savais pas encore lequel des deux c'était. 2 jours après avoir trouvé le lien avec la boîte postale, Karen est venue me voir à la maison avec une chemise cartonnée. Elle a dit que notre assureur responsabilité civile voulait une documentation mise à jour. Elle avait besoin que je signe un accord d'exploitation révisé qui rationaliserait les autorisations bancaires. Elle a présenté ça comme une routine administrative. J'ai ouvert le dossier. L'accord révisé donnait à Karen l'autorité exclusive de signature sur les comptes chèques et d'épargne principaux de l'entreprise, supprimant l'exigence existante d'une co-signature d'un membre pour les retraits dépassant un certain seuil. Il ajustait également la clause de rachat dans l'accord d'exploitation, remplaçant l'exigence de consentement mutuel pour une vente forcée par une disposition permettant à l'un ou l'autre membre de déclencher un rachat en cas de constatation de violation matérielle. En pratique, cela signifiait que s'il pouvait constituer une trace écrite montrant que j'avais violé un devoir, réel ou fabriqué, l'un ou l'autre pouvait me forcer à vendre ma part d'intérêt à la valorisation qu'il contrôlait. Et avec Karen aux commandes des livres, contrôler la valorisation ne serait pas difficile. J'ai lu chaque page. Karen me regardait, appuyée contre le comptoir de la cuisine, avec ce regard patient qu'elle utilisait quand elle voulait vous faire sentir que vous réfléchissiez trop à quelque chose de simple. Le gars de l'assurance en a besoin pour vendredi, a-t-elle dit. J'ai refermé le dossier, je lui ai dit que je ferais examiner ça par mon propre gars d'abord, juste par sécurité. Pratique standard. Quelque chose a changé au fond de ses yeux. Puis elle a souri et a dit, bien sûr, pas de précipitation. Quand tu auras le temps. Elle a repris le dossier et n'en a plus jamais parlé. J'ai engagé une jury comptable nommée Roa, basée à Jacksonville. CPA, CFE, 20 ans d'expérience dans les cas de fraude impliquant des petites et moyennes entreprises du bâtiment. Je lui ai donné la clé USB, expliqué la configuration, et dit que j'avais besoin d'une image complète avant de confronter qui que ce soit. Roa a pris 2 semaines. Pendant ce temps, j'ai testé Karen une fois. De manière décontractée au petit déjeuner, j'ai mentionné le parc de stockage de poulets, disant qu'un des gars m'avait dit que nous avions du matériel stocké sur un terrain près de Poulet Parkway, et que je voulais savoir ce que c'était. Karen n'a pas bronché. Elle a posé son café et m'a lancé ce regard, mi-agacé, mi-amusé. C'est le surplus du chantier du pont de Savannah River. On n'avait pas de place à l'atelier. Je t'en ai parlé en janvier. Elle ne m'avait rien dit en janvier. Je me serais souvenu avoir autorisé des coûts de stockage sur un site externe, mais elle l'a dit avec une telle certitude placide que, pendant environ 3 secondes, je me suis demandé si j'avais vraiment oublié. Puis elle a ajouté, je peux sortir le bon de commande si tu veux, mais honnêtement, j'ai la paie et la facture de l'autorité portuaire à finir aujourd'hui. Ça peut attendre ? Traduction, arrête de poser des questions et laisse-moi gérer. Je lui ai dit que ça pouvait attendre. J'ai souri. Je suis allé travailler. Elle a géré ça, c'est sûr. Quand j'ai vérifié la semaine suivante, les enregistrements de livraison de poulets dans notre système avaient été reclassés sous un code de projet légitime. Elle avait nettoyé la trace. Pas assez bien pour Roa, mais assez bien pour qu'un mari confiant n'y regarde jamais à 2 fois. Ce que Roa a trouvé était pire que ce que j'avais soupçonné. Les fausses factures via Low Country Équipement Solutions totalisaient 48,000 $ sur 7 mois. Mais ce n'était qu'un canal. Roa a trouvé des factures gonflées de fournisseurs légitimes, où Karen avait majoré les quantités et empoché la différence. Des demandes de remboursement pour des achats de carburant dans des stations situées nulle part près de nos chantiers. Des entrées de paie gonflées pour 2 employés qui n'avaient pas travaillé aux dates indiquées. Les excédents de Grenat, quand on traçait où le matériel en excès allait réellement et qui le vendait sur le marché secondaire, ajoutaient encore 28,000 $. Et 3 paiements clients qui avaient été redirigés vers un compte dans une coopérative de crédit à Innesville, qui n'appartenait pas à l'entreprise. Le compte de la coopérative de crédit était au nom de Sheldon Pratt. Roa a tout exposé dans un rapport relié avec des pièces à conviction. 211,000 $ avaient été siphonnés de Tidewater Protective Coating au cours des 11 derniers mois, grâce à un schéma coordonné qui nécessitait à la fois un accès financier et une connaissance opérationnelle. Une personne gérait les livres.
l'autre en savait assez sur notre travail pour rendre les fausses factures légitimes. Karen et Shell ensemble. Roa a demandé si je voulais qu'elle s'arrête là. Je lui ai dit de continuer à creuser. Elle a trouvé l'enregistrement de Low Country Équipement Solutions, a retrouvé Kelly Brompton, la cousine de Karen du côté maternel, une étudiante infirmière de 23 ans à Statsboro, qui n'avait probablement aucune idée que son nom était utilisé pour enregistrer une société écran. Je me suis assis dans le bureau de Roa, regardant le rapport, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus calme, le sentiment de comprendre exactement ce qui se passait, et de savoir exactement ce que j'allais faire à ce sujet. Mais je n'avais pas fini de faire des découvertes. La fraude rend les gens négligents. Ils prennent leurs aises. C'est comme ça que le reste est sorti. J'avais fait installer une caméra de sécurité dans le bureau. Couverture de sécurité standard dans une zone commune. Avis affiché, vidéo seulement. Pas d'audio. C'est tout ce dont j'avais besoin. 3 jours plus tard, j'ai passé en revue les images d'un jeudi soir. Karen était restée tard. Elle ne travaillait pas. Elle faisait les 100 pas près du classeur. Au téléphone, détendue et riant. Pas de son, mais je n'en avais pas besoin. Ce rire n'était pas pour un fournisseur. Le lendemain matin, j'étais sur l'iPad partagé en train de réinitialiser un identifiant fournisseur pour les comptes de l'entreprise. Un aperçu de message de Shell est apparu. Une ligne a suffi. Il n'a toujours aucune idée de tout ça. Je me sens presque mal. Presque. 4 jours plus tard, la caméra a filmé Shell entrant dans le bureau à 21h. Karen était déjà là. Je regardais le flux sur mon téléphone depuis une chambre de motel à Jesup, où j'avais dit à Karen que je restais pour une inspection de réservoir tôt le matin. Ils n'ont rien fait pendant les 20 premières minutes. Ils ont juste parcouru des dossiers, déplacé des papiers, imprimé quelque chose, des affaires de boulot, des affaires de fraude. Puis, ils se sont jetés l'un sur l'autre, juste là, sur le bureau que j'avais construit avec du bois récupéré d'un entrepôt démoli sur River Street parce que je trouvais qu'il avait du cachet. Avant de fermer l'application, j'ai rembobiné et mis en pause sur ce qu'ils imprimaient. J'ai zoomé sur les pages posées dans le bac de sortie. Je ne pouvais pas lire chaque mot, mais je pouvais en distinguer assez. C'était l'accord d'exploitation révisé, le même que Karen m'avait apporté 2 semaines plus tôt avec la clause de rachat ajustée et les autorisations bancaires. Ils étaient en train de l'affiner, travaillant sur la version 2, probablement avec un langage qui tiendrait mieux la route si je résistais encore. Ces deux-là ne faisaient pas que tricher. Ils montaient un dossier pour prendre mon entreprise. J'ai regardé assez longtemps pour confirmer ce que j'avais besoin de confirmer. Puis j'ai fermé l'application, posé le téléphone, et fixé le plafond de la chambre de motel pendant 2 heures sans bouger. Mon cerveau a repassé en revue chaque dîner du samedi, chaque poignée de main à la porte, chaque regard entre eux que j'avais écarté. J'ai tout réécrit, chaque instant. La liaison durait au moins depuis aussi longtemps que la magouille financière, peut-être plus. Shell était venu chez moi chaque week-end depuis 1 an. Dîner le samedi, football le dimanche pendant la saison. Il s'asseyait à ma table, mangeait la nourriture que Karen cuisinait, me serrait la main en partant, et apparemment revenait quand je n'étais pas à la maison. J'ai passé la semaine suivante à monter mon dossier. J'ai téléchargé chaque morceau de vidéo, sauvegardé le rapport financier de Roa à 3 endroits différents, rencontré un avocat nommé Wangach, un gars spécialisé en litige basé à Savannah, expert en conflits commerciaux et dissolution de LLC. Wang a tout examiné, posé des questions pointues, et exposé mes options avec le genre de précision calme dont j'avais besoin. Au cours de cette même semaine, j'ai découvert autre chose. L'un de mes contremaîtres, un gars solide nommé Tully qui était avec nous depuis 4 ans, a mentionné que Karen avait appelé directement le chef de projet de l'autorité portuaire pour reprogrammer notre fenêtre de maintenance des grues. Elle a dit au chef de projet que j'étais débordé, et qu'elle et Shell géreraient la coordination à l'avenir. J'ai appelé le chef de projet moi-même, décontracté, amical. Il a confirmé. Il a dit que Karen avait été professionnelle, qu'elle avait dit que j'étais croulant sous les appels d'offres, et que Shell serait le point de contact principal pour le trimestre suivant. Le chef de projet n'y a rien vu de mal, juste une réorganisation interne. Ce n'était pas une réorganisation, c'était un positionnement. Elle m'écartait de mes propres relations clients pour que, le moment venu de me larguer, les clients aient déjà l'habitude de traiter avec Shell et Karen.
transition en douceur, perturbation minimale, comme si c'était moi qu'on éliminait progressivement de l'entreprise que j'avais bâtie. J'ai remercié le chef de projet, lui ai dit que je gérerais les choses personnellement à l'avenir, et j'ai pris une note pour le dossier de Juan. Puis Karen m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle l'a fait au dîner, un mercredi. Crevettes grillées, riz, la totale. Elle souriait de cette façon prudente et étudiée. Elle m'a dit qu'elle avait été chez le médecin ce matin-là. Enceinte de 8 semaines. J'ai fait le calcul avant que ma fourchette ne touche l'assiette. 8 semaines plaçaient la conception pile au moment où j'étais à Waycross pour un travail de pipeline de 5 jours. J'étais absent du lundi au vendredi. Karen m'avait dit qu'elle était malade toute cette semaine-là. Restée à la maison, loin du bureau, envoyant à peine des SMS. Elle n'était pas malade. Elle était avec Shell. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table et j'ai souri. Je lui ai dit que c'était une excellente nouvelle. Je l'ai serrée dans mes bras, j'ai dit toutes les choses qu'un homme dit quand il pense qu'il va être père. Je n'allais pas être père, mais j'avais besoin qu'elle soit à l'aise et ne se doute de rien pour la suite. Il y avait une dernière chose dont j'avais besoin avant de pouvoir bouger. Je suis allé dans une clinique sans rendez-vous le lendemain matin et j'ai fait un panel complet d'IST. Je suis revenu propre, ce qui était le seul coup de chance que j'avais eu depuis des mois. Wangatch et moi nous sommes rencontrés 2 fois de plus cette semaine-là. On a préparé chaque étape, rien déposé encore, rien signé encore. Juste préparé, comme monter le confinement avant de commencer le sablage. Vous n'activez pas la lance tant que chaque joint n'est pas étanche et chaque ventilation en place. Sinon, la poussière va partout et vous perdez le contrôle. Je n'allais pas perdre le contrôle. 2 semaines après l'annonce de Karen, un samedi, je l'ai dit à ma mère. J'ai conduit jusqu'à chez elle à Guiton, la même maison de Plain-Pied en Parping où j'avais grandi après le départ de mon père quand j'avais 6 ans. Elle m'avait élevé seule, travaillant à la caisse d'un magasin d'aliments pour bétail pendant plus de 20 ans. Jamais remariée, jamais plainte. Elle était sous le porche quand je suis arrivé, thé glacé sur la table d'appoint. Elle avait l'air heureuse de me voir, ce qui rendait ce que j'allais dire plus difficile. Je me suis assis et je lui ai tout dit. La fraude, la liaison, la grossesse qui n'était pas de moi. Je lui ai montré le rapport financier. Je lui ai montré les dates qui prouvaient que le bébé ne pouvait pas être le mien. Je ne lui ai pas montré la vidéo. Elle n'avait pas besoin de voir ça. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Le ventilateur continuait de tourner. Quelque part plus bas sur la route, un chien aboyait. Puis elle a dit, elle en est à combien? Je lui ai dit, 10 semaines. Elle a hoché la tête, croisé les mains sur ses genoux, regardé vers le jardin. J'attends que tu aies un enfant depuis longtemps. Tu le sais. J'ai attendu des années. J'ai dit, je sais. Alors, voilà ce que je pense. Oublie l'ADN. Oublie qui a fait quoi. Élève le bébé comme le tien. Laisse-moi être grand-mère. C'est ce qui compte ici. Pas qui a couché avec qui. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit, tu es sérieuse? Je ne vais pas élever ce gosse. Ne me le redemande pas. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est penchée en avant sur sa chaise et a dit que ce n'était pas à propos de moi. Elle a dit que c'était une question de famille. Elle a dit qu'un enfant ne choisit pas comment il vient au monde, et que je ne devrais pas punir un bébé innocent parce que 2 adultes ont fait quelque chose de mal. Elle a dit qu'elle aiderait. Elle a dit qu'elle serait là tous les jours si j'avais besoin d'elle. Elle a dit que le bébé méritait mieux que ce que Karen et Shell pouvaient lui donner, et que j'étais le genre d'homme qui pouvait prendre ses responsabilités même quand les choses n'étaient pas justes. Je me suis levé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté davantage. Il n'y avait plus rien à discuter. Elle m'a appelé depuis le porche. J'ai entendu sa voix se briser. J'ai entendu la chaise racler quand elle s'est levée. Je suis parti. 45 minutes de route pour retourner à Isle of Hope par les routes secondaires. Je n'ai pas allumé la radio. Je suis entré dans mon allée, je suis rentré, j'ai ouvert le placard du couloir, et j'ai décroché chaque photo encadrée de ma mère qui était accrochée dans la maison. 4 d'entre elles. Je les ai mises dans une boîte en carton, je les scellées avec du ruban adhésif, et je les posais dans le garage à côté du recyclage. Au cours des 2 jours suivants, elle a appelé 9 fois,
envoyé des paragraphes de SMS, s'est excusée, puis a insisté, a dit qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait, puis a dit qu'elle le pensait vraiment et que j'étais égoïste, puis a pleuré et a dit qu'elle avait peur d'être seule. J'ai lu chaque message, je n'ai répondu à aucun. Le 3e jour, j'ai appelé la compagnie d'électricité et annulé le prélèvement automatique que je payais pour sa facture d'électricité depuis 7 ans. J'ai appelé son opérateur mobile et je l'ai retiré de mon forfait famille. J'ai arrêté le virement mensuel que j'envoyais pour aider à couvrir son loyer depuis qu'elle était à la retraite. Elle l'a remarqué en moins d'une semaine. Elle m'a appelé 14 fois en une journée. Je n'ai pas décroché. Elle est venue chez moi. Je n'y étais pas. Elle est allée au bureau. Karen lui a dit que j'étais sur un chantier. C'était la dernière fois que j'ai initié ou reçu une communication de ma mère. J'ai tout exécuté en une semaine, du lundi au vendredi. Planifié comme un projet d'arrêt d'usine. Chaque étape séquencée, chaque éventualité cartographiée. Lundi matin, Wangatch a déposé une requête ex parte urgente pour une ordonnance restrictive temporaire, TRO, gelant tous les comptes d'affaires de Tidwater en attendant un audit judiciaire. La motion arguait d'un risque immédiat de dissipation des actifs, étant donné que 2 individus ayant un accès direct au compte siphonnaient activement des fonds et avaient déjà démontré un schéma de dissimulation de leurs traces. Elle incluait le rapport de Roa, les relevés bancaires, la documentation des faux fournisseurs, et une déclaration sous serment de Dahl, du fournisseur de Grenat, confirmant les écarts de livraison. La motion demandait également une mesure injonctive, m'accordant le contrôle opérationnel exclusif temporaire de la LLC, et interdisant à Karen et Shell l'accès aux locaux en attendant une audience complète. Le juge a signé l'ordonnance restrictive temporaire urgente avant le déjeuner. Audience fixée dans 10 jours, mais c'était tout le temps dont j'avais besoin. Lundi après-midi, je suis entré dans le bureau où Karen traitait des factures et je lui ai tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un avis formel de licenciement de Tidwater Protective Coating LLC, avec effet immédiat, accompagné d'une lettre de mise en demeure pour la restitution de tous les fonds détournés. Elle l'a ouverte, a lu la première page, et son visage est devenu blême. Puis elle a tourné la page vers la seconde, celle avec les chiffres récapitulatifs de Roa en pièces jointes, et j'ai regardé ses yeux se fixer sur la ligne Low Country Équipement Solutions. C'est à ce moment-là qu'elle a su exactement à quel point j'en savais. 2 de mes gars étaient dans l'atelier à 6 mètres de là, chargeant la station de pulvérisation pour un travail le mardi. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient, ont regardé par la porte ouverte. Personne n'a dit un mot. Elle a commencé à parler. Je suis sorti. Rien de ce qu'elle avait à dire ne changerait quoi que ce soit. Et j'avais appris, il y a des mois, que sa voix n'était qu'un outil qu'elle utilisait pour manipuler les gens. Mardi matin, un serrurier est arrivé à l'atelier à 6 heures. Nouveau pen dormant sur chaque porte. Nouveau code sur le système d'alarme, ordonnance du tribunal en main, tout cela parfaitement légal. Ensuite, Wan a intenté un procès civil contre Sheldon Pratt pour manquement à l'obligation fiduciaire, fraude, détournement et enrichissement sans cause, incluant une réclamation civile RICO demandant des dommages-intérêts triples et les frais d'avocat. Le procès demandait la dissolution de la LLC, la comptabilité complète de tous les fonds détournés, et la confiscation de l'intérêt de membres de Shell. Shell a été signifié au duplex par un huissier à 7h15. Je le sais parce que Wan l'a confirmé à 7h30. Shell m'a appelé 11 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Il s'est pointé à l'atelier vers 14h. Les serrures que j'avais changées le matin même l'ont empêché d'entrer. Shell se tenait sur le parking, tirant sur une porte qui ne s'ouvrait pas, et je regardais de l'intérieur à travers les stores de la fenêtre. Le même parking où nous nous étions serrés la main des années auparavant en disant « bâtissons quelque chose ». Il m'a vu regarder, a commencé à crier, frappant contre la vitre. Je me suis retourné et je suis retourné au devis sur lequel je travaillais pour une nouvelle couche sur un château d'eau dans le comté d'Effingham. Finalement, il est parti. Mercredi, j'ai demandé le divorce. Différends irréconciliables, mais le dossier incluait une pièce détaillée avec les preuves de la liaison et de la fraude financière comme motif pour une distribution équitable en ma faveur. La Géorgie est un État sans faute, no faux, mais les juges considèrent toujours l'inconduite lors du partage des actifs. Wan s'est assuré que chaque pièce était propre, documentée et dévastatrice. Ce même matin, j'ai fait changer les serrures de la maison, nouveau pen dormant sur la porte d'entrée, nouveau code sur le garage. Wan avait conseillé de sécuriser la résidence le jour même du dépôt, et le timing était délibéré.
Mercredi soir, Karen est arrivée à la maison. Je m'y attendais. Elle s'est tenue dans l'allée et a essayé la porte d'entrée, qui n'a pas bougé. Elle a frappé, puis martelé, puis appelé mon nom à travers la porte. Quand je n'ai pas répondu, elle s'est assise sur les marches du porche pendant 1 heure. Je regardais depuis l'arrière de la maison par une fenêtre donnant sur l'allée, de la même façon que j'avais regardé Shell à l'atelier. Elle ne pleurait pas. Une femme qui aurait été prise en train de tromper pleurerait. Une femme qui aurait été prise en train de voler paniquerait. Karen ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle était assise là à réfléchir, à passer en revue des scénarios, à calculer son prochain mouvement. Elle est finalement partie. Les papiers du divorce l'attendaient à l'adresse de son ami le lendemain matin. Jeudi, le rapport de Roa a été formellement soumis comme référence criminelle au bureau du procureur du comté de Chatham. Vol par tromperie, fraude d'identité pour avoir utilisé le nom de Kelly Brompton sans consentement, et vol par détournement. On n'a pas promis que des charges seraient retenues, mais il a dit que le dossier était assez propre pour qu'un procureur y jette au moins un coup d'œil sérieux. Vendredi, j'ai rencontré chaque client actif de Tidewater en personne quand c'était possible, par téléphone sinon. J'ai expliqué qu'il y avait eu des irrégularités financières internes, que mon associé ne faisait plus partie de l'entreprise, et que tous les contrats existants seraient honorés par moi personnellement sans interruption de service. J'ai apporté au chef de projet de l'autorité portuaire un dossier montrant la piste d'audit et notre action corrective. Il m'a serré la main et a dit qu'il appréciait la transparence. Pas un seul client n'est parti. Chaque contrat est resté. Ce vendredi fut aussi le jour où Karen a joué sa dernière carte. Elle a fait contacter Owen par son avocat avec ce qui équivalait à une menace déguisée en langage juridique. Karen était enceinte. Elle prétendrait que l'enfant était le mien, à moins que j'accepte un règlement de divorce plus favorable. Elle voulait la maison, 60% de la valeur de l'entreprise, et 18 mois de pension alimentaire. En échange, elle ne poursuivrait pas une demande de paternité qui créerait au minimum une présomption légale de paternité et me lierait à une pension alimentaire pour enfants pendant 18 ans. On m'a appelé, m'a lu la lettre, et m'a demandé comment je voulais répondre. Je lui ai dit de répondre avec 3 choses. Premièrement, je ne signerai pas le certificat de naissance ni aucun document qui pourrait être déformé en acceptation. Owen déposerait une demande pour contester la paternité et demanderait un test ADN ordonné par le tribunal immédiatement après la naissance. Deuxièmement, toute tentative d'établir frauduleusement la paternité serait accueillie par une contre-poursuite pour fraude. Troisièmement, j'avais des preuves horodatées prouvant que j'étais à plus de 160 km de là pendant la semaine de la conception, ainsi que les images de la liaison établissant l'identité du véritable père. L'avocat de Karen a retiré la menace dans les 48 heures. Le levier qu'elle pensait avoir s'est évaporé au moment où elle a réalisé que j'avais tout documenté. Pas seulement l'argent, mais la chronologie, les dossiers de voyage, les reçus d'hôtel de Waycross, tout. Le vendredi soir, Shell n'avait plus d'entreprise, plus de revenus, plus d'accès à aucun compte, un procès civil exigeant le remboursement de plus de 200,000 $, plus des dommages triples, et une enquête criminelle potentielle. Karen n'avait plus de travail, plus d'accès aux livres qu'elle avait utilisés pour me voler, un dépôt de divorce qui la dépeignait comme co-conspiratrice dans une fraude financière, et une grossesse qu'elle ne pouvait plus utiliser comme levier. Je suis rentré chez moi vendredi soir, je me suis assis sur mon quai, et j'ai regardé la marée monter à travers le marais. La première soirée calme que j'avais eue depuis des mois. Les mois suivants se sont déroulés comme la gravité faisant son œuvre. Le divorce a avancé rapidement sur des ordonnances temporaires. Le juge a rendu des décisions provisoires en quelques semaines, m'accordant la possession exclusive de la maison, le contrôle exclusif de l'entreprise, et gelant les comptes joints en attendant la résolution finale. L'avocat de Karen a essayé d'argumenter qu'elle avait droit à la moitié de la valeur de l'entreprise et à une pension alimentaire étant donné sa grossesse. Owen a contré avec la documentation de la fraude, montrant qu'elle avait déjà extrait bien plus de 100,000 $ de l'entreprise illégalement. Le juge n'a pas été sensible à la position de Karen sur les ordonnances temporaires et a fixé l'audience finale après la naissance afin que la question de la paternité puisse être résolue. Karen a eu le bébé quelques mois plus tard, un garçon. Il est né avec un grave problème cardiaque congénital qui a nécessité une intervention chirurgicale précoce et des soins spécialisés continus. Le genre de choses qui dévorent l'argent et nécessitent une stabilité qu'elle n'avait pas. Quelques jours après la naissance, Owen a déposé une demande de test de paternité ordonnée par le tribunal.
Je n'avais pas signé le certificat de naissance ni aucun papier pouvant créer une présomption. Le test a confirmé ce que je savais déjà, le bébé n'était pas le mien. Shell était le père. Avec les résultats du test en main, le tribunal a rendu une ordonnance supprimant toute présomption de ma responsabilité légale envers l'enfant. Ouan s'est assuré que cette paperasse soit en béton. Le décret final de divorce est tombé peu de temps après le dépôt des résultats de paternité. J'ai gardé la maison, l'entreprise et 80% des actifs communs. Elle a eu sa voiture et ses effets personnels. Pas de pension alimentaire. Le juge a cité son rôle documenté dans la fraude financière comme un facteur significatif dans la distribution. Elle a accouché seule à l'hôpital mémorial de Savannah. Shell n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Sa cousine Kelly, celle dont elle avait utilisé l'identité pour la société Écran, lui avait coupé les ponts complètement après la découverte de la fraude. Le procès civil contre Shell a pris plus de temps. Son avocat a essayé d'argumenter que l'accord d'exploitation était ambigu concernant les devoirs fiduciaires et que certaines des transactions étaient légitimes. Mais notre accord d'exploitation, l'original sur lequel j'avais insisté lors de la formation de la LLC, avait une clause explicite exigeant un consentement écrit mutuel pour toute relation fournisseur dépassant 10,000 $ par an, et interdisant à tout membre de détenir des intérêts financiers non divulgués dans toute entreprise faisant affaire avec Tidewater. Shell avait violé les deux dispositions à plusieurs reprises. Le rapport judiciaire de Roa a démantelé chaque argument restant. La société Écran, les fausses factures, les paiements redirigés. Tout était documenté au centime près. Shell a accepté un règlement avant le procès pour le montant total de la restitution plus 60,000 $ de dommages et intérêts. Il n'avait pas l'argent. Il a cédé son camion, son bateau, ses économies, et a accepté un plan de paiement sur 5 ans pour le reste. Ouan a attaché un privilège à l'accord de règlement pour protéger notre position. Le bureau du procureur a refusé de poursuivre. Pas assez de ressources pour la taille de l'affaire, ont-ils dit. Ouan n'était pas surpris, disant que les charges criminelles dans les affaires de fraude financière contre des individus étaient toujours un pari risqué sans un procureur motivé. Mais le jugement civil était public, et dans cette industrie, c'est une condamnation à mort. J'ai restructuré Tidewater en tant que LLC à membre unique, embauché un nouveau comptable, un chef de la marine à la retraite nommé Odell, qui avait passé 20 ans à gérer la logistique d'approvisionnement sur des destroyers et n'avait pas une once de créativité en lui. Parfait. Je voulais ennuyeux, compétent et honnête. Odell était les trois. J'ai aussi embauché une administratrice de bureau à temps plein nommée Priya, qui gérait les plannings et les communications clients. J'ai gardé les mêmes équipes de terrain. Les gars qui travaillaient pour moi savaient qu'il s'était passé quelque chose, mais c'était des cols bleus qui comprenaient que les affaires personnelles restent personnelles. Personne n'a posé de questions. Tout le monde est arrivé à l'heure. L'activité s'est en fait améliorée après la séparation. Sans Shell qui écrémait et Karen qui gonflait les factures, nos marges réelles étaient meilleures que je ne l'avais réalisé. J'ai fait des offres plus agressives sur 3 nouveaux contrats et je les ai tous remportés. J'ai décroché un contrat d'entretien avec une usine de papier à Rincon. J'ai récupéré un programme de revêtement de pont de 5 ans avec le comté. Les revenus ont dépassé les 3,5 millions de $. La vie de Shell est allée dans l'autre sens. Sans les revenus de l'entreprise, sans clients, sans réputation, il a galéré. Il a essayé de lancer sa propre entreprise de revêtement. Personne ne voulait l'embaucher. Le mot circule dans le milieu des entrepreneurs industriels. Un de mes gars m'a dit que Shell s'était présenté à l'usine de papier de Rincon avec un dossier d'appel d'offres, la même usine avec laquelle je venais de décrocher un contrat. Le directeur de l'usine a regardé l'offre, a regardé Shell, et lui a dit de quitter la propriété. Il n'a même pas ouvert l'enveloppe. Il l'a juste rendue et a pointé le portail. Shell est resté assis dans son camion sur le parking pendant 20 minutes avant de partir. Le directeur de l'usine m'a appelé cet après-midi-là pour me le faire savoir. Il a dit qu'il pensait que je devais être au courant. Je l'ai remercié et je me suis remis au travail. Il a fini par faire du travail journalier dans une équipe de toiture commerciale. Travail manuel, semaine de 60 heures, bas salaire. Environ 1 an et demi après que je l'ai exclu de Tidewater, il était sur un chantier à Brunswick quand une section d'échafaudage s'est effondrée sous lui. Il a fait une chute de près de 3 mètres sur une dalle en béton, s'est fait 2 hernies discales dans le bas du dos, L4 à L5 et L5 à S1.
Le genre de blessure qui ne guérit pas bien même avec la chirurgie, et Shell n'avait pas d'assurance parce que l'entreprise de toiture le payait au noir. Il a fini par se faire opérer, via un programme de soins caritatifs à Mémorial, mais la récupération a été lente et incomplète. Douleurs chroniques, mobilité limitée, ne pouvait plus soulever, ne pouvait plus grimper, ne pouvait plus faire le travail physique autour duquel il avait construit toute son identité. Le gars qui avait l'habitude de monter des pots de sablage de 35 kilos sur des échafaudages comme si c'était des sacs de course, ne pouvait maintenant plus se pencher pour lasser ses propres bottes. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un parc à roulotte à l'extérieur de Gésup, touchant des chèques d'invalidité qui couvraient à peine le loyer, et ne pouvait pas rester debout plus de 20 minutes sans s'asseoir. Je ne me suis pas senti bien à propos de ça. Je ne me suis pas senti mal non plus. Il s'est mis lui-même dans une position où il n'avait pas d'assurance, pas d'économie, pas de filet de sécurité, parce qu'il avait passé une décennie de bonne volonté à voler la seule personne qui l'aurait rattrapé s'il tombait. Elle a essayé d'obtenir une pension alimentaire de Shell devant le tribunal de la famille. La pension alimentaire avait la priorité sur mon jugement civil sur ses salaires, mais ça ne changeait pas grand-chose. Shell était en invalidité et travaillait à peine. Le tribunal a calculé ce qu'il pouvait payer en fonction de ses revenus réels, pas de ce qu'il gagnait avant. Elle a obtenu $214 par mois ordonnés par le tribunal, venant d'un homme qui pouvait à peine se tenir debout, et encore moins garder un vrai travail. $214 par mois pour un bébé avec une maladie cardiaque nécessitant des soins spécialisés qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a emménagé avec une amie du lycée, puis a déménagé après 2 mois quand l'amitié n'a pas pu supporter le poids d'un nouveau-né avec des besoins médicaux et d'une mère sans revenus. Puis elle a déménagé dans un complexe d'appartements à Midway, un endroit que je ne connais que parce qu'elle a essayé de me lister comme contact d'urgence sur les formulaires médicaux du bébé, et l'hôpital a appelé pour vérifier. Je leur ai dit que je n'avais aucune relation avec le patient ou la mère et leur ai demandé de retirer mes informations. Karen avait brûlé tous les ponts qu'elle avait. Shell était brisée et fauchée. Ma mère, aux dernières nouvelles, avait essayé de contacter Karen une fois et s'était fait dire de rester à l'écart. Même les gens qui les avaient soutenus ne voulaient plus être autour des décombres. 3 ans ont passé maintenant. J'ai 40 ans. Tidewater tourne proprement et est rentable. 12 employés à temps plein, 2 stations de pulvérisation, maison payée, entreprise sans dette. Je suis en train de chiffrer une nouvelle station de sablage qui nous permettrait de prendre des travaux sur des plateformes offshore. J'ai rencontré une femme nommée Josette 8 mois après que le divorce fut définitif. Expert maritime, travaille avec les assureurs de fret. Nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant, vivant dans la maison d'Isle of Hope, que j'ai gardée et qui n'a plus aucune trace de Karen. Ma mère est toujours en vie pour autant que je sache. Elle a essayé de me joindre quelques fois au fil des ans. Lettre renvoyée, message bloqué. Elle a laissé un message vocal sur un vieux numéro disant qu'elle était désolée. Je la crois. Ça ne change pas ce qu'elle m'a demandé de faire. Shell a tenté de me contacter une fois il y a environ 1 an. Lettre manuscrite au bureau. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai passée au destructeur de documents de la même façon que je déchiqueterais un prospectus publicitaire. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si Dal n'avait jamais appelé au sujet des volumes de Grenat. Combien de temps cela aurait duré, combien ils auraient pris de plus. Peu importe. Il a appelé. J'ai écouté. J'ai agi.